Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, une analyse de deck sur Star Wars Unlimited. Ça faisait très longtemps que j'étais pas venu vous proposer ce type de contenu sur la chaîne. Écoutez, on se retrouve tout de suite après le générique. C'est parti. Eh ben oui les gars, on est de retour. On est de retour parmi vous sur Star Wars. Je viens vous proposer une petite analyse de deck qui me tenait à cœur pendant cette grande période de Planetary Qualifier. Si vous étiez là depuis le début, à me suivre, à suivre l'équipe, vous savez que j'avais eu au début du set 3 un petit coup de cœur pour un nouveau leader, en plus plutôt charismatique et emblématique de la série. C'est Yoda. Effectivement, c'est Yoda. J'avais monté un Yoda rouge à l'époque, que vous pouvez retrouver dans le lien dans la description ou dans mes anciens decks, vous savez, sur les sites. Vous trouverez. Certains parmi vous, d'ailleurs, le jouent souvent et vous m'en parlez. C'est un deck Yoda. Et quand j'ai vu que, dernièrement, là, autour du 10 janvier, un Yoda rouge a gagné un Planetary Qualifier, alors aux États-Unis, à Saint-Louis dans le Missouri, si je ne m'abuse. Je crois que c'était une soixantaine de joueurs. Il est arrivé premier, devant du classique du moment quand même. Donc, alors, du classique du moment, sauf chez nous, le classique du moment, c'est le Han 1. Là, il n'était pas dans le top 8. C'était donc il y avait du Quinlan, du Sabine, du Cad Bane, Tarkintan ou ECL. Donc, il a gagné. J'ai dit, oh, incroyable, bah, allez, à la base, je ne vais pas faire ça, et en fait, c'est vraiment le coup de cœur. Du coup, on va regarder ensemble ce qu'est ce leader. Donc, on va être sur un leader bleu héroïsme, donc vigilance, héroïsme, et avec une base agressivité pour apporter les cartes rouges, les cartes agressivité. Donc, quelle est sa particularité à Yoda? C'est-à-dire que une action, je l'incline. Si une unité, peu importe si c'est une unité ennemi ou ami, peu importe, une unité a quitté le jeu à cette phase, on pioche une carte, et on remet une carte sur ou sous notre deck. Et ce n'est pas forcément la carte que vous avez piochée. Donc ça vous permet de cycler votre deck rapidement, d'enlever les briques que vous avez en main qui vous servent strictement à rien. Ou à l'inverse, d'aller essayer de top decker une solution, une réponse au play de votre adversaire. Donc c'était un leader qui m'avait vraiment attiré avec cette mécanique, je trouvais très très forte. Maintenant, restait à savoir quelle affinité on allait lui coller, et donc j'avais trouvé à l'époque, et lui aussi, le vainqueur du tournoi, a trouvé que le rouge était très très fort pour ça. Donc on va regarder quand il se révèle, quand on déploie notre leader. Ça se passe alors à 7 ressources, hein, c'est assez loin dans la partie, mais il devient une 4 d'attaque, 9 de force, avec, ce qui est intéressant, une récupération 2. Donc je vais me healer de 2 à chaque fois que j'attaque. Mais c'est pas tout. Son atout majeur, il va être à combiner avec votre capacité. Je rappelle, je vais l'incliner et je vais pouvoir mettre une carte sur le dessus ou le dessous. Et c'est la carte qu'on va mettre sur le dessus qui va être très importante. Pourquoi? Tout simplement, je peux défausser, quand je me déploie, la carte du dessus de mon deck. Dans ce cas, éliminer une unité ennemie non leader, par contre, qui coûte autant ou moins que la carte que j'ai défaussée. Vous êtes face à un Vador, face à un Maul, face à ce que vous voulez. Alors, Crate, ça va être compliqué, il faut une carte à 9. Mais vous défaussez, vous êtes là dans votre main, vous avez, voilà, j'ai une carte à 7. Ah bah tiens, lui, il a le Vador ou le Maul qui est sur le board qui m'embête. Ben, ok, je fais mon effet de leader. Je vais mettre, pas forcément la carte que j'ai piochée, la carte que j'avais dans ma main, un Luke, par exemple, je la pose dessus, je déploie mon leader quand c'est mon tour, je défausse la carte du dessus, bim, elle coûte 7, je la défausse, je peux donc éliminer le Vador, le Maul, quelque chose en face qui coûte 7 ou moins. Voilà, donc ça va vraiment être impactant, c'est un leader, et c'est pour ça qu'il sort à 7. Donc, plutôt fort le petit pépère Yoda là, hein. Donc on va voir la decklist. Donc je répète, ce n'est pas la mienne, c'est la decklist du vainqueur. Pour l'avoir testé, les amis, c'est très 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 solide.
très solide. J'aurais fait quand même 2-3 ajustements, parce que chacun, voilà, à vous, hein, de ressentir un deck, ressentir des cartes, des styles de gameplay que vous aimez. On se base toujours sur une ossature, après vous ajustez selon vos goûts. Donc on va avoir du classique, en T2, une Sabine Wren, je rappelle, hein, une 2-3. C'est assez rare de réussir à mettre son côté qu'on ne peut pas l'attaquer, où il faut avoir parmi nos unités sur le board les trois affinités différentes qu'on utilise. Bon, ça on s'en sert pas, ce qui est intéressant, ça va être son petit ping qu'elle peut mettre au défenseur ou à la base. C'est-à-dire que quand on a un bouclier en face de nous, on peut lui sauter le bouclier et l'attaquer, c'est très intéressant. Donc toujours un T2 classique. Ensuite on a Quill qui est aussi, donc là on voit les T2, qui va avoir une 2-3, pareil, pour 2. Par contre, à la récupération 1, et surtout en attaque, on va pouvoir avoir un mécanisme de pioche. Alors, c'est pas ce qui marche le plus avec notre deck, mais on peut y réussir, parce que, je rappelle, hein, lui, en attaque, on défausse une carte de notre deck. Si c'est une carte qui partage une affinité avec notre base, alors on la renvoie dans notre main. En l'occurrence, on ne pourra piocher que des cartes rouges. Donc on en a, mais pas forcément ce qu'on a le plus. Par contre, son récupération 1 est très intéressant contre les decks aggro. Ensuite, Ketsu Onyo. Donc une carte qui coûte 2 aussi, un T2, 3 d'attaque, 2 de défense. Elle a saboteur très intéressant. Je rappelle, saboteur, quand on attaque, on ignore les sentinelles et on fait sauter les boucliers divins. Bouclier divin. On redescend, mec, t'es pas sur Hearthstone, Nico, on est sur Star Wars. Mais c'est pas tout. Quand cette unité inflige des dégâts à une base, on va pouvoir éliminer une amélioration qui coûte 2 ou moins sur quelqu'un. Et ça, c'est intéressant. Du bouclier, du sabre, ça tourne en ce moment. Surtout quand vous jouez contre du aggro, par exemple, avec du Sabine. Alors bien sûr, il faut réussir à attaquer, à infliger des dégâts à la base. Donc intéressant, ce sont les T2, les T1 du deck. Ensuite, on va voir nos T2. Les unités qui coûtent 3, on va avoir le Célébrissime Yoda, forcément, très très fort. Carte qui coûte 3, 2 d'attaque, 4 de défense, 1, récupération 2, quand j'attaque je reprends 2 points de vie. Une fois éliminé, je choisis qui peut piocher une carte, en l'occurrence, en général, on va prendre soi-même. Et surtout, elle a le trait force. C'est important, trait force, on aime beaucoup quand on joue de l'héroïsme, on aime bien avoir les traits force, surtout avec du rouge. On verra pourquoi. Cassian Andor, toujours intéressant. Pourquoi une carte avec un gros body, surtout contre de l'aggro? Carte qui coûte 3, 3 d'attaque, 5 de défense, mais on peut la jouer en contrebande. Contrebande pour 5, et quand on la joue en contrebande, elle arrive redressée. Donc pourquoi c'est une unité très intéressante? Parce qu'elle a 5 points de vie. Du coup, vous allez pouvoir échapper au Tarkin Town, parce que Tarkin Town ne pourra vous faire que 1 dégât avec un ping, je pense à Quinlan, il va vous faire un ping, ça vous ferait 4 dégâts, il pourrait vous faire quoi? Tarkin Town, 3 dégâts, donc vous serez toujours en vie. Donc ça, c'est dans le pire des cas, vous ferez un trade. Sinon, vous allez souvent réussir avec cette carte-là à faire 2 trades, et c'est intéressant sur de l'aggro. Donc on peut la mettre en ressources, comme on peut la mettre en jeu tout de suite. C'est vraiment une carte très très forte, je trouve. Derrière, on a le Tech, hein, qu'on ne présente plus non plus. Carte pour 3, 2 d'attaque, 5 de défense. Donc ça peut aussi faire le travail contre de l'aggro, hein, parce que 5 de défense, c'est intéressant. On peut le jouer en contrebande. Contrebande 4, pas mal, parce que si on n'a pas envie de le jouer tout de suite, c'est pas notre meilleur play, on le met en ressources. Je rappelle qu'il nous permettra, lui, de transformer toutes nos cartes de ressources en contrebande en payant un coût de 2 supplémentaires. Donc si on a dû mettre des grosses cartes au départ dans la mana, dans les ressources, c'est toujours intéressant, le tech fait le café, comme d'habitude. On passe maintenant aux unités qui coûtent 4. On a le Canon Jarus, hein. Donc on est sur une ossature classique quand même du bleu, du vigilance, Canon Jarus, pour 4, 4 d'attaque, 5 de défense. En attaque, on défausse une carte de l'adversaire, et on se soigne d'autant d'affinités présentes sur la carte. Donc, potentiellement, 2 points de soin sur notre base. Donc on le voit depuis tout à l'heure, il y a quand même pas mal de cartes avec du soin. Et oui, parce que les parties vont pas forcément être très courtes. Nous, on sort à 7, donc il nous faut du soin. Pour l'instant, on a le Yoda, on a vu Quill, on a donc Kanan Jarrus maintenant qui arrive, on a notre leader aussi qui nous soigne de 2. Ça fait quand même beaucoup de cartes qui nous permettent de nous soigner. Mais pas tout. Kanan, c'est quand même une carte qui frappe à 4. Du coup, on va pouvoir orienter notre play, notre gameplay. Si on est face à un deck plus contrôle, on peut aussi lui mettre la pression. Il faut qu'il gère ces cartes-là. Elle tape à 4. On a le K2SO. Pareil, K2SO,
il tape à 4, une carte qui coûte 4, 4 d'attaque, 4 de défense, débordement, et une fois qu'elle est éliminée, qu'elle de SO, on choisit soit on met 3 points de dégâts à la base, adverse, soit on lui fait défausser une carte. Mais c'est encore 4 points d'attaque, hein, et ça sort vite, hein. 4 de ressources, c'est votre T2, hein, votre T3, pardon. Donc, on a de quoi mettre la pression sur le board adverse. Ensuite, 2 unités qui coûtent 5 et 6. Vous aurez deviné pour les connaisseurs, 5 Podamron. Podamron, très fort, carte qui met la pression, votre adversaire, il est obligé de la gérer. C'est pas une carte que j'avais pour habitude de jouer, effectivement, souvent j'en parle en tournoi, je dis cette carte-là, j'ai du mal à la jouer, je la mets souvent en ressources. Et en fait, je me suis forcé, et c'est vrai que elle va tout de suite, l'adversaire sait qu'il faut la gérer, sinon, comme moi vous le faites pas, elle va faire énormément de dégâts. Pourquoi ? En attaque, on peut défausser jusqu'à 3 cartes de notre main. Alors à chaque carte que je vais défausser, je vais pouvoir faire un effet. Donc déjà, 6 d'attaque, 6 de défense. C'est pas mal. Ensuite, si je décide de défausser une carte, je peux soit infliger 2 dégâts à une unité ou à une base. Donc c'est intéressant. Je peux faire sauter un bouclier divin, ce que vous faites dans l'ordre que vous voulez. Hein. Je peux faire sauter un bouclier divin, je peux mettre 2 dégâts sur une autre créature quand moi j'attaque l'autre unité. On fait ce qu'on veut. Je peux aussi défausser une carte pour éliminer une amélioration, et je peux aussi défausser une carte pour faire défausser une carte de la main de mon adversaire. Donc potentiellement, vous pouvez défausser 3 cartes pour faire chaque événement. Bon, on va rarement le faire, par contre, ça peut être un bon finisher. On peut mettre 8 dégâts du coup sur la base. C'est pour ça que l'adversaire doit véritablement faire très attention à cette carte. Ensuite, on a donc pour 6 le Obi-Wan qui a lui Sentinelle, Jedi également, Force. Donc le Force est le plus important. Lui, donc Sentinelle, 4-6 pour 6, on la connaît. Hein. Une fois éliminé, je donne 2 jetons expérience à une autre unité amie, et en plus, si elle a force, je pioche une carte. Donc toujours très intéressant, celle-ci, dans notre curve, parce que c'est un deck qui est vachement bien curvé en plus. Donc on va vraiment pouvoir jouer des cartes chaque tour. On aime bien la jouer juste avant de sortir notre leader, forcément. On passe maintenant à nos petits finishers. Les finishers, assez puissant, le Mace Windu, toujours très intéressant, hein. Je rappelle, carte qui coûte 7, 5 d'attaque, 7 de défense, elle est en embuscade, et surtout, si j'ai éliminé une unité lors de mon attaque, lors de mon embuscade, je redresse ma carte, ce qui fait que je vais pouvoir réattaquer avec elle. Rien ne m'empêche d'attaquer la base, d'ailleurs, juste après. Toujours pareil, Force Jedi, très intéressant, coûte 7. Derrière, la carte du deck qui coûte le plus cher, c'est le Luke Skywalker, 7, 6 d'attaque, 7 de défense, 3 de récupération de vie, et elle, quand je la joue, je peux donner -3/-3 à une unité adverse, peu importe, spatiale, terrestre, on s'en fiche. Très intéressant, mais si dans ce tour-là, avant de la jouer, j'ai perdu une unité, alors c'est pas -3/-3, mais -6/-6, et là on fait des gros tours avec ça, c'est très très fort. Elle arrive à 7, je rappelle qu'à 7, on sort nous aussi notre leader, c'est un très gros tour à ce moment-là. Très très gros tour, et puis le Dragon Crate, hein, on joue rouge, c'est un peu pour ça aussi. Pour 9, une 10-10, je rappelle, votre adversaire, dès qu'il va jouer une carte, nous on va pouvoir choisir soit d'infliger le montant de cette carte, le coût de cette carte, soit à une unité terrestre, soit à la base. Bien sûr, en plus débordement. Donc là, vous paralysez un peu votre adversaire. Quand on joue cette carte, elle coûte un petit peu cher, même si elle a baissé. Voilà, en général, quand on la pose sur le board, c'est tout de suite très 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 impactant. Derrière, on va avoir nos unités spatiales, elles sont au nombre de 3. On va avoir le célébrissime A-Wing de l'escadron vert, hein. Une carte 1-3 pour 2 qui arrête 2, tout simplement, mais dès le début une pression sur le spatial. Le Razor Crest, carte qui coûte 4, 3 d'attaque, 4 de défense, encore une carte qui nous permet de nous régénérer, 2 de récupération. Une fois joué, je peux renvoyer dans ma main une amélioration de ma défausse. Très intéressant, bon body pour gérer le spatial, quand on a affaire un petit peu à des decks qui nous bassinent, hein, sur le côté agressif et tout, sur le côté de l'espace. Elle a 4 points de vie, c'est pas mal. Un de plus, j'aurais pas été contre, mais elle aurait été très très forte. Puis le Rédemption qui va venir vraiment, comment dire, on a pris une pression telle que là on a besoin de se soigner, point de vie, on sort le Rédemption, c'est incroyable, ça a Sentinelle, et surtout, 6 d'attaque, 9 de défense, mais je peux me soigner, je peux lui infliger X dégâts, et me soigner de X dégâts. Donc, bien sûr, on peut aller donc se soigner de 8 potentiellement. Il ne resterait plus qu'un point de vie, mais ça peut faire la différence derrière, ça vous permet de vous remettre dans la partie. Ensuite, les événements, on va avoir le projection de la force, donc c'est pour ça que j'insistais sur les cartes force. Je rappelle, pour 1,
je décide qui défausse, soit l'adversaire, soit moi, et j'inflige des dégâts. Donc souvent, on va pouvoir, soit pour gérer nous-mêmes, dire je vais défausser moi une carte de X mana, parce que je veux te gérer ta carte en face. Parce que je vais pouvoir, si je défausse une carte à 7, faire 7 dégâts. Et sinon, double effet pour votre adversaire. Vous lui défaussez une carte, et en plus, vous lui infligez des dégâts. Ça fait mal. Vous êtes mon seul espoir, elle est intéressante, pourquoi? Parce qu'elle coûte 3, et pour 3, je vais pouvoir piocher une carte du dessus de mon deck, et la jouer pour 5 de moins. Donc avec le pouvoir de notre leader qui nous permet de mettre la carte de notre choix sur le dessus du deck, on peut faire des combos sympathiques, et jouer des lucs, des grosses cartes assez rapidement dans la partie. T5, vous jouez ça à 3 de ressources, hop, avant vous avez posé un luc dessus, luc coûte 7, hop, une petite ristourne de 5, ça tombe bien, il me restait 2 ressources, on a économisé. Dans notre tour au total nous a coûté 5 de ressources, mais nous on a joué une carte à 7. Et on prend de l'avance comme ça, c'est une façon un peu de s'accélérer cette carte. Ouvrir le feu, très intéressant. Moi j'aime beaucoup la jouer pour gérer les Faucons Millennium par exemple, qui me bassinent, que j'ai pas envie de revoir revenir et tout, que je peux pas gérer avec les mauvaises postures, tout ça. L'ouvrir le feu intéressant, bim, toujours utile pour de la gestion. Tout comme le mettre au tapis, que j'adore regarder dès ma main de départ quand je joue contre une Sabine, parce que je sais qu'il va poser Sabine, je vais pouvoir tout de suite take down et hop, au revoir Sabine. Donc mettre au tapis, pareil, là on est sur de la gestion. Derrière, on va avoir abattre le dragon, pareil, de la gestion, les gros boss monsters adverses, sauf les leaders, je précise. Pour 4, j'élimine une unité de 5 de puissance ou plus. Bombardement, c'est le petit choix qu'il a mis. C'est discutable, ça coûte 5, c'est vrai que ça coûte cher. Maintenant, on peut choisir une arène et on inflige 3 dégâts à toutes les unités présentes sur cette arène, y compris les vôtres. Donc c'est sympa des fois sur du Django qui ont beaucoup que 2 points de vie. Ça peut être intéressant sur le spatial, on fait un petit pour 5, petit AOE de masse. Très intéressante. L'amélioration, c'est le fâcheuse posture. Donc fâcheuse posture qu'on va pouvoir les récupérer avec notre Razor Crest quand on va le jouer. Fâcheuse posture, je rappelle, qui a un peu fait oublier les make opening. Pourquoi? Parce que pour 3, le même coup, je vais faire un -2, mais en même temps, je vais incliner l'unité. Donc c'est ce côté de en même temps, je vais incliner l'unité, et donc il va garder tout le temps le -2. Et surtout, ça vous permet d'éviter de temporiser, de ne pas prendre une attaque tout de suite. Donc je pense, quand vous jouez contre un adversaire qui va jouer les Cunning, qui va dire, voilà, moi je mets plus 4 d'attaque, vous pouvez répondre, hop là, un petit -2, et hop, surtout je l'incline. Et ça, c'est très bloquant pour lui. Très très fort. Du coup, on va regarder le side de ce joueur. Il avait mis donc tech, mettre au tapis, ouvrir un passage. Donc là, on est vraiment sur le side, je dirais, côté aggro, et un chasseur fang de neutralisation. Je rappelle, le chasseur fang, je peux, et une fois joué, j'élimine une amélioration. Donc là, on est vraiment dans de la gestion. Et la deuxième partie du side, on va être plus dans c'est le side de contrôle, on va dire. Redemption, Dragon Crate supplémentaire, Fumée et Cendre. Quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Carte que j'ai jamais un adversaire me l'a joué. Et c'est vrai qu'en y réfléchissant, c'est pas dégueu. Chaque joueur défausse toutes les cartes de sa main, sauf 2. Donc quand on va être sur un hyper contrôle, hard control, un Bosque, un Palpatine aussi, Palpatine des fois a beaucoup de cartes en main, c'est vrai que comparé à un pillage où vous allez lui faire défausser 2 cartes, et souvent il va se dire, ouais mais vas-y, c'est pas un souci, 2 cartes, voilà, j'en ai encore 8 dans la main. Dédicace, des fois j'ai fait des tournois, j'avais 15 cartes en main avec un Bosque, c'est débile. Pour 1 de plus, c'est-à-dire 5 de ressources, en fait, je lui fais défausser sa main. Et là, c'est pas pareil. C'est pas pareil, c'est assez puissant. Donc, on verra après, c'est un exemplaire. Et puis, pareil, un petit Chewbacca. Donc, vous voyez, on est vraiment sur plutôt du late game, là, cette fois-ci. Le Chewbacca, que j'aime beaucoup. Pour 8, 4 d'attaque, 10 de défense, de bouclier. Par contre, aplomb, c'est toujours sympa. Et une fois joué, je peux éliminer une unité dont les PV restants sont de 5 ou moins. Sympathique, ça se joue en contrebande pour 9. C'est plutôt cool. Et le crate. J'aime beaucoup. Donc je vais vous proposer, moi, quand je joue, ma main de départ, quand je joue contre un deck aggro, j'aime bien avoir une Sabine. Voilà, c'est pour moi mon meilleur T1. Ensuite, mon meilleur T2, et vous verrez qu'en contrôle, c'est mon départ. J'aime bien faire Sabine, Yoda, quoi. Un Cassian Orndor, pareil, je vous ai dit, pour avoir le body. Et un mettre au tapis, c'est vraiment pour gérer les leaders qui sortent de bonne heure. Que je vais pouvoir soit
gérer directement, soit mettre une petite attaque et ensuite le finir avec le mettre au tapis. C'est ma main que j'adore sur l'aggro. Et contre les contrôles, j'ai pas vraiment de main de départ, je dirais, contre le contrôle, même si j'ai essayé de vous la trouver, c'est Sabine Yoda, toujours pareil. J'aime bien le Vous êtes mon seul espoir pour peut-être essayer de prendre de vitesse votre adversaire. Parce que souvent contre le hard control, c'est vrai que je vais avoir tendance à jouer les Kanan Jarus, comme je vous ai dit, et les K2SO pour vraiment essayer de l'harceler. Harceler et mettre des 4 dégâts. Pareil, celui qui va vous faire beaucoup de bien, c'est le Razor Crest qui tape à 3, mine de rien. Et il a un peu de PEV, et du coup, l'adversaire a du mal à des fois à le gérer. Donc c'est une stratégie. Après, voilà, le projection de la force, pareil, pour essayer de lui faire des petits dégâts. C'est pas... Il n'y a pas vraiment de main, quoi. Vraiment, ça va s'adapter. Contre l'art contrôle, vous allez regarder ce que joue l'adversaire. Et voilà, soit vous vous dites, voilà, ok, mon coco, on va essayer de partir sur... je vais te jouer des grosses cartes. Puis à toi, puis le moment où je vais jouer mon crate, va falloir que tu crames un petit peu de PV ou de cartes, va falloir que tu aies le abattre le dragon. Ça va être la course, voilà, mettre les grosses unités, quoi. Mais l'avantage de votre leader, c'est que vous pouvez vraiment contrôler votre pioche. Et il ne faut pas hésiter à en abuser. Même si des fois, attention à pas prendre la main, voilà, va falloir savoir ne pas forcément faire son pouvoir. Je rappelle, le jeu Star Wars, c'est très très important d'être dans la bonne gestion, le bon tempo, le bon timing de la prise d'initiative. Donc je vous propose des petites cartes de remplacement, si vous n'avez pas les moyens, je sais que c'est pas facile, c'était très dur, il y a beaucoup de légendaires, du 7-1, des cartes qui coûtent cher, j'ai essayé de vous trouver voilà, des petites cartes de remplacement. Ça remplacera pas, clairement vous remplacerez pas un Luke par autre chose, voilà, le Luke il est irremplaçable, il n'y a que lui qui fait cette mécanique, elle est incroyable cette légendaire, mais voilà, on peut avoir des cartes qui ont un effet sympathique tout de même, donc je pense à Kit Fisto du dernier set, qui coûte 6, 7 d'attaque, 6 de défense, elle a saboteur, déjà c'est intéressant, après si vous arrivez à avoir la coordination, c'est avoir 3 cartes sur leur board, y compris elle-même, en attaque vous pourrez infliger 3 dégâts à une unité terrestre, donc c'est sympa. Ça coûte pas cher. Vrai cœur, pareil, pour 6. 7 d'attaque, 6 de défense. Elle a débordement, et une fois jouée, on peut détruire une ressource amie, et dans ce cas, on inflige 5 dégâts à une unité terrestre. Ça, c'est intéressant. Bonne carte qui peut rentrer aussi. Elle peut rentrer aussi dans des sides. Je vous ai mis rêve, histoire de se dire, tiens, on peut avoir une légendaire. Je la mets plus pour son body, elle sort à 5, 4... En fait, j'aime bien ce qu'elle passe sous les radars, c'est-à-dire qu'elle prend pas abattre le dragon, elle prend pas takedown, elle prend chute du rival, comme tout le monde, mais j'aime bien, elle peut être sympathique, on peut soigner des dégâts, on peut donner un bouclier, mais alors on joue pas trop d'unités qui ne soient pas héroïsme, à part le crate, à part Kit Fisto par exemple, si vous le jouez, très intéressant. Et puis un petit sabre laser Jedi, parce que je pense qu'il y a une version où on peut rentrer un ou deux sabres, ça peut surprendre l'adversaire par exemple, voilà. Ça peut être une bonne technique, ça va vous jouer contre un hard control, un sabre laser tout de suite sur un Yoda, peu importe, ça va vite mettre la pression, quoi. Donc voilà les petites cartes que je vous propose, on regarde ensemble donc la decklist dans son entièreté. Donc 3 Force Throw, 2 petits A-Wing, 3 A-Wing, 3 Sabine, 3 Quill, 3 Yoda, 3 Vous êtes mon seul espoir, 3 Cassian Andor, 2 Cassian Andor, 1 Tech, 2 Fâcheuse Posture, 2 Fire, Open Fire, 2 Cannon, 1 Takedown, 3 K2SO, 2 Razor Crest, 2 Abattre le Dragon, 1 Bombardement, 3 Poe, 2 Obi-Wan, 3 Luke, 1 Mace Windu, 2 Rédemption et 2 Dragon Crate. Voilà, donc moi j'ai fait une petite version un petit poil différente, où je crois que j'ai cut de mémoire un Poe, j'ai rentré un autre takedown, j'ai cut je crois qu'un Ketsu Ono, là, justement celle que j'oubliais, Ketsu Ono, et je crois que j'ai rentré comment ça s'appelle? Oh, j'ai rentré un autre Kanan Jarus, moi. Voilà, après, c'est sympathique, hein. Vous pouvez, si vous n'avez pas les Luke, le Mace Windu fait aussi le café, hein. Vous pouvez avoir un Luke, rajouter du Mace Windu, voilà, après ça c'est à votre convenance dans la partie, dans comment vous le sentez. Voilà, donc c'est un deck qui vous permet d'être, je trouve, il est un peu multifonction, il a ses armes contre tout.
Depuis le début, j'ai un bon ratio en tout cas. Très bon ratio avec ça. Et peut-être que je le jouerai samedi. Peut-être que demain, il se peut que vous me voyez pas avec mon Palpatine vert. Voilà, écoutez, bah, c'était Nicoco. J'espère que la présentation vous a plu, que vous n'hésiterez pas à me partager vos avis, vos retours, à vous abonner à la chaîne des cartes sur table, lâchez le petit pouce comme d'habitude. Écoutez, on se voit samedi. Allez, portez-vous bien, tapez le carton, ciao ciao.